Bonjour et bienvenue au cœur d'Innovation managériale en action. C'est aussi le titre de cet ouvrage que vous trouvez également derrière moi. Et nous allons le parcourir en compagnie de Francis Boyer. Francis, bonjour. Bonjour Michel. Pourquoi votre ouvrage serait-il différent des autres? Alors, il est différent parce que c'est moi qui l'ai écrit déjà. Oui. Il est différent parce que j'ai essayé d'écrire un livre que moi j'aurais aimé lire, où je pouvais à la fois trouver des concepts, je pouvais trouver des exemples, je pouvais trouver des témoignages, je pouvais Parce que ça n'existe pas. Je l'ai trouvé de manière éparse dans certains ouvrages. Il y a d'excellents ouvrages qui sont sortis sur le sujet, mais quand moi-même je m'intéresse au sujet, je les ai dans l'ensemble relativement lus, je me suis rendu compte qu'il y avait trois catégories d'ouvrages. La première catégorie, ce sont des ouvrages très théoriques, très technocrates, conceptuels, et donc difficiles à appréhender. La deuxième catégorie d'ouvrages, ce sont des ouvrages qui sont très techniques, sur des outils, et qui sont intéressants, mais qui ne sont pas reliés au contexte d'un projet d'innovation managériale. Et puis vous avez une troisième catégorie d'ouvrages qu'on voit émerger depuis une dizaine d'années, qui donnent des exemples concrets d'entreprises, mais qui ont un présupposé, c'est qu'en fait les entreprises fonctionnent mieux quand il n'y a plus de manager. Donc là, on parle d'entreprises libérées, d'entreprises opales, d'holacratie. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi on parle d'innovation managériale pour une entreprise qui n'a pas de manager. Voilà. Et moi, j'avais besoin de proposer quelque chose d'un peu format intégré pour permettre aux personnes qui ont vraiment envie de pouvoir. Voilà, il y a des gens qui préfèrent les pratiques, il y a des gens qui préfèrent les concepts. Et après, il y a des gens qui préfèrent les théories, d'autres des outils. Là, il y a un petit peu de tout. Qu'est-ce que c'est que l'innovation managériale? C'est tout simplement réinventer autrement, différemment, la manière dont les collaborateurs, les salariés et les managers travaillent ensemble. C'est pas nouveau, on n'a pas attendu la crise pour se poser la question de la réinvention du management, mais par contre, si on regarde un peu avec plus d'attention les types d'évolution d'innovation managériale, on se rend compte que sur 100 ans à peu près, les innovations, les types d'innovations étaient très centrés sur l'entreprise, les besoins de l'entreprise, l'envie d'améliorer sa productivité, sa performance, sa qualité. Et puis il y a une dizaine d'années, on a assisté à des innovations managériales qui étaient plus cette fois-ci orientées sur l'évolution et l'amélioration du bien-être des collaborateurs. Donc les deux sont décorrélés. Ce que moi j'entends par innovation managériale et ce que je propose dans l'ouvrage, ce sont des nouvelles formes de collaboration qui concilient les deux. Donc qui réunissent en fait le besoin d'épanouissement individuel et puis aussi le besoin de performance collective que ressent l'entreprise. Il y a plusieurs parties dans l'ouvrage qui déclinent le pourquoi, le quoi, le comment, de façon à ce que chacun puisse non seulement s'imprégner des techniques que vous voulez développer en leur compagnie, et puis aussi faire avancer leur entreprise en termes de management. Oui, alors l'ouvrage a été structuré en trois temps forts. D'ailleurs, l'ouvrage s'appelle Innovation managériale en action. Donc la volonté, c'était vraiment d'aider les gens à agir. C'est vrai qu'on a à ce titre 50 exemples de pratiques, mais la première partie a vocation de donner du sens pour ceux qui veulent s'engager dans un projet, de donner du sens à un projet d'innovation managériale et qui explique un peu les raisons pour lesquelles il faut évoluer en management. Donc ça donne du sens. La seconde partie, c'est plus un peu comme un marché. Je l'ai souhaité un peu comme faire son marché parce que j'aime pas les méthodes petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Je suis français, je ne suis pas américain. Donc, et là, il y a une quarantaine d'entreprises qui ont consenti à témoigner de ce qu'elles avaient fait en matière d'innovation managériale. Donc ça a pour objectif d'inspirer, de permettre aux lecteurs de pouvoir s'en inspirer et l'expérimenter. Et puis la troisième partie, elle est plus le fruit de l'analyse de toutes ces 50 pratiques et le résumé de nombreux retours d'expérience qu'on a eus, parce que souvent les entreprises testent une pratique mais n'y parviennent pas. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas respecté un certain nombre de principes, comme ce qui semble le plus important en termes d'innovation managériale, c'est de passer d'une culture du parent-enfant à adulte-adulte. Pourquoi en fait faut-il innover? Il y a deux raisons majeures, il y en a beaucoup, mais il y en a deux majeures qui me semblent les plus importantes. La première, c'est que, et on l'a vu avec la crise que nous venons de vivre, nous sommes dans un environnement qu'on qualifie de VUCA, qui change très très vite, on ne peut pas prévoir, qui est complexe, tellement complexe qu'on apprend a posteriori, et qui est paradoxal. Et le management traditionnel n'est pas fait pour évoluer dans cet environnement-là. Ça, c'est le premier critère. Donc les entreprises doivent s'adapter à cet environnement. Et le second critère, c'est qu'on a des collaborateurs qui aujourd'hui revendiquent non seulement le bien-être, ça c'est quasiment acquis, mais qui veulent aller plus loin, et on l'a vu avec le confinement, qu'ils veulent revendiquer, ils veulent plus de liberté, plus d'autonomie, plus d'initiative. Et les concepts de management ne sont pas faits pour ça non plus.
Est-ce qu'en fait, les modes de management sont adaptés à nos situations? Il faut réagir, innover, notamment pendant des périodes un peu complexes, hein, des périodes de crise. Les chefs d'entreprise le savent, le font-ils véritablement? Et est-ce que c'est à eux de le faire? Donc effectivement, il y a beaucoup de dirigeants, et ce n'est pas nouveau, qui s'interrogent sur le management et qui constatent les limites, notamment dans le contexte qu'on vient de vivre. Par contre, s'ils sont plus ou moins convaincus qu'il faut changer, ils ne savent pas forcément quoi changer, ils ne savent pas forcément comment s'y prendre. C'est un peu l'objet de l'ouvrage, c'est de les inspirer sur ce qu'il conviendrait de changer et puis de leur proposer des exemples d'entreprises sur le comment s'y prendre. Alors vous avez construit votre ouvrage, vous l'avez dit, en 3 parties. Il y a une référence à 6 piliers qui sont très importants, incontournables, et sur lesquels vous développez un certain nombre d'exemples. Oui, parce que ce sont les 6 piliers qui démarquent les entreprises qui ont cette capacité à se réinventer en permanence. Et je crois qu'aujourd'hui, pour être pérenne, une entreprise a besoin d'innover en permanence. Là, on n'est plus dans l'amélioration continue, on est vraiment dans l'innovation en permanence. Donc, il y a 6 piliers dans l'ordre. C'est la confiance, ensuite c'est la responsabilité, ensuite c'est le plaisir, et ensuite il y en a 3 autres qui sont la collaboration, l'agilité et la créativité. On va peut-être pas voir les 6 piliers, mais est-ce que vous pouvez nous en prendre 2 ou 3 éventuellement pour l'alimenter d'un exemple qu'on retrouve d'ailleurs dans l'ouvrage? Oui, alors moi, quand j'ai rédigé cet ouvrage, il y a eu une petite année à partir à la recherche d'entreprises qui consentaient à nous présenter leurs pratiques. J'ai eu des vraies surprises, hein, notamment lorsque j'ai rencontré Pôle emploi, qui m'annonce avoir défini son projet stratégique en associant ses 55 000 collaborateurs pendant 6 mois. On a eu aussi la chance et l'honneur de pouvoir avoir le témoignage des forces spéciales de l'armée de terre qui nous expliquent comment en fait, ils préparent leurs opérations en mode totalement agile. C'est vrai que c'est des choses à laquelle elles ne s'attendaient absolument pas, et qui sont totalement transposables dans, je pense, n'importe quelle entreprise. Mais je vais me mettre à la place d'un chef d'entreprise. Il doit avoir envie de faire comme vous dites, les conseils et à la fois à la base d'exemples que vous donnez. Mais comment on s'y prend? Alors, la principale difficulté qu'en comptent les dirigeants, c'est le comment. Et comme il n'y a pas de concept, il n'y a pas de théorie qui nous l'explique, que ça part des entreprises, c'est pour ça qu'on a un dernier chapitre qui est en fait une proposition de principe et surtout qui va permettre aux dirigeants de se rassurer. Parce que j'ai beaucoup de dirigeants sur le principe qui sont d'accord, mais dès qu'il faut passer à l'action, on a un peu peur. Est-ce que je peux laisser les gens faire ce qu'ils veulent, prendre des décisions sans que je contrôle? C'est un peu contraignant. C'est pour ça qu'on a présenté une dizaine de principes. Le premier principe et le fondamental, c'est par exemple de passer d'une culture du parent-enfant à adulte-adulte. Ça veut dire que le dirigeant doit accepter de lâcher le parent. Hein, souvent. Moi, quand j'avais 20 ans, mon premier emploi, et c'est vrai en plus, j'avais 20 ans, je prenais mes fonctions en entreprise et je croise mon directeur général, j'étais dans la finance, qui me dit « Francis, expliquez-moi pourquoi les gens se comportent comme des enfants dans l'entreprise alors que ce sont des adultes responsables dans la vie privée. » J'avais 20 ans, je n'ai pas su répondre. Aujourd'hui, je lui dirais, monsieur le directeur général, c'est sans doute parce qu'on se comporte comme des parents. Et je me suis rendu compte que pendant 20 ans, je me suis comporté comme un parent. Et donc, j'ai créé des enfants. Donc ça, c'est un exemple de paradigme à changer. Et puis, la deuxième chose qu'on m'a appris, c'est que toi, en tant que dirigeant, tu dois convaincre, tu dois persuader. On a fait un beau projet d'entreprise au comité de direction, et forcément bien, c'est nous qui l'avons fait. Et maintenant, il faut que tout le monde y adhère. Ça ne marche plus comme ça quand on est dans un monde qui revendique la liberté et la différence. Donc la proposition qui est faite, si on veut vraiment faciliter l'appropriation, c'est plutôt que d'essayer de convaincre qu'il est bon d'adopter telle ou telle pratique, c'est de dire, bah là, nous on pense que c'est intéressant, vous en pensez quoi? Et donc on passe d'une logique de persuasion à une logique de déclaration. Alors j'ai bien compris, parents-enfants, on évite, mais on laisse aussi cette possibilité de responsabiliser les uns et les autres. Et puis il y a aussi, une fonction managériale. Il y a toujours une hiérarchisation, il faut qu'elle existe ou est-ce que c'est ouvert à toute autre possibilité? C'est une excellente question. J'ai beaucoup travaillé j'ai beaucoup observé l'entreprise libérée, des ouvrages qui sont sortis d'Isaac Getz, de Laloux, qui sont vraiment très intéressants, mais qui partent du présupposé, de ce que j'en ai compris, que si aujourd'hui les entreprises ne sont pas performantes, c'est parce que l'échelon intermédiaire, le middle management, empêche les collaborateurs. Je ne crois pas à ça. J'ai beaucoup étudié l'anthropologie même, et en fait on se rend compte qu'un groupe d'individus a besoin d'une autorité. Sans autorité, le groupe d'individus ne peut pas fonctionner correctement. Ce dont il n'a pas besoin, en revanche, c'est d'autoritarisme.
Donc dans l'ouvrage tel que je le propose, c'est de dire un leader il en faut, mais il ne faut pas forcément que ce soit quelqu'un qui décide de tout, qui contrôle tout, mais plutôt qui fasse confiance. Ça sous-entend que les collaborateurs doivent être aussi dignes de confiance, et puis qui facilite le travail. Et donc là, on est sur un concept de manager facilitateur. L'innovation managériale en action, un ouvrage que vous pouvez mettre sur la table de nuit, même si vous n'êtes pas chef d'entreprise. Merci. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt.